D'abord parce que les philosophes contemporains sont influencés par la tradition philosophique. Alors si on essaye de penser le monde dans lequel on se trouve grâce à Platon ou Aristote, on ne comprend rien. On fait une philosophie qui est intéressante au point de vue intellectuel, mais qui ne correspond absolument à rien de la vie courante. Et ces philosophes sont généralement tout à fait aveugles devant la réalité qu'ils rencontrent. Pour moi, la grande découverte, ça a été, par exemple, le fait, en 1934, j'ai appris que Heidegger était nazi. Alors, la question pour moi était la suivante. Si Heidegger n'est pas capable, sur une question aussi énorme que le nazisme, de voir clairement ce qui se passe, si Heidegger ne comprend pas qui est Hitler, s'il n'est pas capable d'entendre le vrai discours de Hitler, alors pourquoi est-ce que moi j'irais faire confiance à la philosophie de Heidegger très élevée, qui me parle de l'existant, qui me parle de l'être, etc., que moi je ne peux pas contrôler? Pourquoi je lui ferais confiance? Je ne peux pas lui faire confiance là où je sais. Donc, je n'ai aucune raison de faire confiance à Heidegger quand il me parle de sa philosophie très élevée. Et c'est la même chose avec Sartre. Pourquoi est-ce que je vais travailler très sérieusement son livre L'être et le néant, alors que Sartre, chaque fois qu'il a rencontré des problèmes politiques, ou chaque fois qu'il a rencontré la société technicienne, il s'est trompé. Alors je me dis, s'il se trompe sur des questions aussi nettes, aussi sûres, pourquoi est-ce que je vais croire ce qu'il me raconte que je ne peux absolument pas contrôler? Oui, en réalité, nous avons déjà parlé de ces techniques humaines, et ces techniques humaines, publicité, propagande, etc., ont toujours pour but de rendre l'univers technique dans lequel nous sommes acceptable, agréable, et montrer à tout le monde qu'il faut entrer dans cette direction-là parce qu'elle est la meilleure. Et ce sont les fossoyeurs de l'espèce humaine dans la mesure où, pour accepter leur chemin, il faut abandonner tout ce qui a fait jusqu'à présent la qualité, la réalité de l'homme. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'art, eh bien, l'art devient quelque chose qui n'a plus de sens, et de la même façon, il y a au fond le problème, c'est difficile de vivre dans un univers purement technique, nous l'avons déjà dit. Et alors, ceux qui essayent d'améliorer, de dire mais non, c'est pas si difficile, on va vous faire des fauteuils plus confortables, on va vous donner une meilleure nourriture, tout ça, ça sera très agréable, oui, mais je reviens toujours à mon idée, quel est le prix à payer? Et le prix à payer, il est en réalité très, très élevé. Ça implique en effet, par exemple, l'abandon de ce que, jusqu'à présent, l'homme
a considéré comme étant la sagesse. Et la sagesse, ça ne se crée pas par une réflexion intellectuelle, mais c'était une lente transmission de génération en génération, une accumulation d'expériences, et puis c'était une relation avec le milieu naturel. La nature nous donnait des modèles de vie. Donc, il faut abandonner tout ça. Si on entre dans l'univers technique, on cesse de prendre la sagesse humaine traditionnelle au sérieux. De même, la technique nous oblige à aller de plus en plus vite. Et elle va remplacer la réflexion par le réflexe. Je m'excuse pour le jeu de mots français. La réflexion, c'est le fait que quand j'ai fait une expérience, je réfléchis sur cette expérience. Et le réflexe, c'est savoir immédiatement ce qu'il faut faire dans telle circonstance sans réfléchir. Donc, la technique demande que l'on ne réfléchisse pas. Et je dirais que ce qui a fait ma supériorité dans ces domaines de la technique, c'est précisément la réflexion. Lorsque je vois un film ou un spectacle télévisé, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire, je suis un très bon spectateur. Je ris quand il faut rire, je pleure quand il faut pleurer, je fais comme tout le monde. Mais, après, je réfléchis et je me dis pourquoi est-ce que j'ai ri, pourquoi est-ce que j'ai pleuré, pourquoi est-ce que l'auteur a mis ceci et cela, quelle influence est-ce que ça a eu sur mes convictions, etc. Et ça, c'est ce que, en général, le public ne fait pas. Alors, ça, c'est la réflexion. Mais si dans une auto qui va à 160 à l'heure, vous réfléchissez, alors vous avez un accident. Il faut avoir des réflexes. Et tout ce que l'on demande dans la technique, c'est précisément ne réfléchissez pas, ayez des réflexes. Or, l'homme a toujours réfléchi. Dans sa relation avec la nature, l'homme que l'on appelle primitif, le sauvage, eh bien, en réalité, il réfléchissait à ce qui venait d'être vécu, à ce qu'il avait, au fond, rencontré, etc. Et puis, ce sont aussi ceux qui essayent de vous adapter au monde technique sans vous faire souffrir. Ce sont aussi des fossoyeurs de l'espèce humaine, dans la mesure où, qu'on le veuille ou non, et quelles que soient les discussions à ce sujet, la technique conduit à la massification. C'est-à-dire, la technique produit des objets en masse, il faut consommer ces objets en masse, il faut vivre en masse, et par conséquent, on supprime ce qui a été le progrès que l'humanité a fait pendant 300 000 ans, et ça a été difficile. Au début, il semble que le groupe humain était un bloc, comme les fourmis dans une fourmilière, si on veut. Et on considère que ce qui a fait l'homme et ce qui a fait l'histoire humaine, ça a été le fait que peu à peu, un homme s'est séparé de la fourmilière, a commencé à être, lui, un sujet,
à prendre ses décisions, lui, et pas le groupe seulement. Et maintenant, avec la massification de la société, il y a la tendance à briser ce mouvement. Il faut que tout le monde agisse exactement comme tout le monde. Autrement, ça ne marche plus. Et on sait très bien dans certains romans de science-fiction que le héros prend conscience brusquement qu'il est différent des autres et que simplement ce fait qu'un homme cesse d'être comme les autres va arrêter le développement de la technique. Par conséquent, nous sommes en présence, lorsque l'on essaye de nous persuader que la technique n'est pas dangereuse, lorsqu'on essaye de nous faire vivre dans un cocon, c'est-à-dire au fond un entourage agréable pour que nous puissions accepter la technique, c'est en réalité une destruction de tout ce que l'humanité a essayé de faire. Et il en est de même, et c'est par là que je termine, lorsque l'on essaye de remplacer la pensée de l'homme individuellement par un mode de raisonnement qui est purement scientifique. C'est-à-dire que l'homme a toujours été à la recherche de la vérité. Il y a eu beaucoup de chemins pour aller à la vérité. Et nous avons dit il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité scientifique. Et nous avons annulé toutes les autres recherches, que ce soit la réflexion philosophique ou la réflexion théologique ou toutes les recherches de l'intelligence humaine pour aller vers la vérité, pour dire il n'y a qu'une vérité et c'est la science. Et alors, là où nous sommes en présence des fossoyeurs, c'est lorsque on a élevé depuis un siècle toutes les générations à croire dans la vérité scientifique et que maintenant les meilleurs scientifiques nous disent ce n'est peut-être pas aussi vrai qu'on l'a dit autrefois. Et je pense, pour moi, qu'un des espoirs, un espoir que nous pouvons avoir, c'est justement ce changement de quelques scientifiques qui découvrent que la science, ce n'est pas la vérité. Je pense à ce mathématicien hollandais, Grothendieck, qui est un très grand mathématicien, mais que j'aime beaucoup, mais qui était insupportable parce qu'il faisait des cours très élevés au point de vue mathématique, et après les cours, il expliquait à ses étudiants que c'était très dangereux, que les mathématiques ne sont pas innocentes, que les mathématiques ne sont pas pures, et qu'on ne peut pas trouver la vérité par les mathématiques. De même, en France, nous avons un physicien d'Espagna, qui est un très grand physicien, et qui est en train de découvrir que la physique ne donne pas la vérité, que l'on ne trouvera jamais la vérité par la physique. Et il a des découvertes qui sont à la fois très simples et bien connues,
qu'il tire, mais dont il tire toutes les conséquences, quand il dit par exemple, nous ne connaîtrons jamais aucun phénomène chimique ou physique parce que il suffit qu'il y ait un observateur pour que le phénomène se modifie. Donc, nous ne connaîtrons jamais quel est le phénomène lui-même. Le phénomène, il existe sans l'observateur, mais avec un observateur, il n'est plus lui. Donc, nous sommes en présence de scientifiques qui nous disent « Faites attention, ce n'est pas forcément la vérité. » Et alors, l'un d'eux, qui est américain, a cette formule qui est tout à fait excellente quand il dit « Bien entendu, depuis Einstein, on sait que la physique de Newton est fausse, seulement au point de vue technique, ça marche. » Alors, c'est très important de se rendre compte que nous construisons un univers technique sur des fondements faux. Et maintenant, on s'aperçoit à son tour que la physique de Einstein n'est peut-être pas tout à fait vraie comme on l'a cru aussi longtemps. C'est pour ça, en définitive, que essayer d'adapter l'homme à la technique, c'est en réalité détruire ce qui a fait l'essentiel de l'homme. Mais vous comprenez, la gauche, elle réfléchit avec des idées qui datent d'un siècle. Ils sont en retard d'un siècle. Toute la gauche. Que ce soit des communistes ou des socialistes, ils pensent avec un siècle de retard. Alors, ils en sont encore aux idées du progrès. En France, quand notre ministre déclare qu'il faut que tous les jeunes aient le baccalauréat, ou 80% des jeunes aient le baccalauréat, c'est absurde, ça sert à quoi? Nous sommes en présence d'une gauche, il n'y a que deux possibilités, ou une gauche qui pense avec un siècle de retard, ou une droite qui, elle, ne pense pas du tout. Voilà. Donc, moi, je suis tout à fait contre l'univers politique, parce que je crois qu'ils ne comprennent rien à la question moderne. Eh bien, il faut, évidemment, c'est immense, et il faut évidemment arriver à savoir de quoi on parle quand on parle de la liberté. Est-ce que je parle de liberté, faire n'importe quoi? Non, ce n'est pas la liberté, faire n'importe quoi. Et au fond, je vais prendre un point de départ dans la Bible. Quand le peuple hébreu est esclave en Égypte, et c'est intéressant, le mot Égypte en hébreu se dit Mitzrayim. Et Mitzrayim, veut dire en hébreu la double angoisse. L'angoisse de mourir et l'angoisse de vivre. Alors, Dieu libère son peuple de l'esclavage et il libère son peuple de l'angoisse. Bon. Et ceci fait, il l'envoie libre. Mais où? Dans le désert. Alors la liberté, ce n'est pas drôle, ce n'est pas facile. Et lorsque les Hébreux sont dans le désert, ils ne sont pas contents. Ils disent très souvent, nous étions beaucoup mieux en Égypte. On avait de quoi manger, on avait de quoi boire, on savait ce qu'il fallait faire. Maintenant, dans le désert, on est libre. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on est, par exemple,
obligé de choisir la direction où on veut aller. On est obligé de prendre des responsabilités. Donc, la liberté, ça n'est absolument pas facile. Et une des illusions que les fossoyeurs, dont nous parlions tout à l'heure, cherchent à développer dans l'homme moderne, c'est de lui faire croire que la technique le rend plus libre. Si vous utilisez tout un tas de moyens techniques, vous êtes plus libre. Libre de quoi? Ah, vous êtes libre de manger des bonnes choses. C'est vrai. Si vous avez l'argent. Vous êtes libre d'avoir une auto qui vous permet de voyager. Vous êtes libre d'aller à l'autre bout du monde, de visiter Tahiti. Vous voyez, la technique vous permet d'être libre. Vous avez des images qui viennent du monde entier. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc, vous avez un univers libre devant vous. Je pense à un petit fait. L'auto. Eh bien, au moment des vacances, 3 millions de Parisiens, chacun va décider tout à fait librement qu'il prend son auto pour aller vers la Méditerranée. Ils sont 3 millions à décider librement de faire la même chose. Alors je dis, est-ce que vraiment l'auto est un moyen de libération? Ils n'ont absolument pas une seconde réfléchi qu'ils sont en définitive rigoureusement déterminés par l'appareil technique, par le genre de vie qu'ils mènent, et qu'ils sont une masse, en définitive, parfaitement cohérente. Et exactement, lorsque je regarde mon appareil de télévision, je suis seul, mais non, je ne suis pas seul. Il y a 3 millions, 4 millions qui regardent les mêmes images, qui vont avoir les mêmes impressions. Par conséquent, je n'ai aucune espèce de liberté. Et encore moins de liberté. Par exemple, je reprends la télévision. Brusquement, des émissions télévisées disparaissent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un bon livre qui est apparu il y a quelques mois, appelé La dictature de l'audimat. Audimat, c'est la mesure de l'audience. Eh bien, une émission qui n'a pas une bonne audience disparaît. Donc je ne suis pas du tout libre de choisir, mais les spectacles que je veux, ils me sont rigoureusement imposés par l'audimat, par le niveau d'audience. Donc il faut que je sois, moi, 1 million. Sans ça, je ne compte pas, si je ne suis pas 1 million. Donc, il n'y a aucune espèce de liberté à ce moment-là, et les libertés que la technique me donne sont toujours des libertés extrêmement superficielles. De plus, la technique, elle, est de plus en plus exigeante. Elle exige de l'homme de plus en plus de sacrifices. Nous parlions tout à l'heure de ces techniques humaines destinées à adapter l'homme à la technique, parce que l'homme n'est jamais tout à fait ce qu'il faudrait pour que la technique marche, mais en réalité, nous sommes en présence
décisions d'orientation établies par la technique, par exemple l'orientation de métiers. Il y a des métiers qui disparaissent et d'autres que l'on est obligé de prendre. La technique, elle est exclusive d'autres techniques. Et ça, c'est un problème qui va très loin, parce que nous vivons dans un monde qui est un monde de concurrence. Et on est obligé de choisir la technique la plus efficiente. Les autres sont écartés. Et c'est un drame pour les agriculteurs français, nous en parlions déjà. On doit appliquer un certain nombre de techniques qui donnent le résultat le plus rapide et qui donnent des produits les moins chers possibles. Et si vous essayez de produire de la qualité, une valeur, alors, au point de vue concurrence, ça ne vaut rien. Et par conséquent, la technique élimine les autres techniques possibles qui peuvent avoir qualitativement une plus grande valeur, mais qui, au point de vue concurrence, ne sont pas aussi efficaces. Alors, ça, c'est une limite extraordinaire de la liberté humaine. Et de même, nous avons déjà parlé, par exemple, de l'élimination des cultures africaines, etc., par l'influence des techniques. La technique est intolérante, c'est-à-dire qu'elle ne tolère pas autre chose qu'elle. Donc, tout ce qui était les mythes, les sagesses, etc., tout ça, ça doit être éliminé. Bien. Et comment peut-on, dans ces conditions, penser que la technique développe la liberté? Elle supprime toutes ces libertés. Dans la multiplicité des cultures que l'homme a inventées pendant des millénaires, eh bien, il ne va plus en rester qu'une, c'est la culture technicienne. Et enfin, je termine, mais vous allez reprendre, je termine sur cette destruction de la liberté humaine par une constatation qui est très grave. La technique ne supporte pas qu'on la juge. C'est-à-dire, les techniciens ne supportent pas qu'on porte un jugement éthique, moral, sur ce qu'ils font. Et pourtant, porter des jugements éthiques, des jugements moraux, des jugements spirituels, c'était ça, la plus haute liberté de l'homme. Or, je suis privé de ma plus haute liberté. C'est-à-dire que je peux faire, moi, tous les discours que je veux sur la technique, les techniciens, ça leur est complètement égal. Ils ne changeront rien à ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont décidé de faire et ce qu'ils sont conditionnés à faire. Car le technicien n'est pas libre, il est conditionné. Il est conditionné à la fois par son éducation, par les pratiques qu'il a, et puis par l'objectif à atteindre. Il n'est absolument pas libre dans l'exercice de sa technique, il fait ce que la technique exige. Voilà pourquoi je pense qu'il y a un conflit entier entre la liberté et la technique. Oui, alors, je ne voudrais pas effectivement que mon discours soit trop pessimiste et soit trop fermé.
Et je voudrais expliquer que l'homme étant encore un peu un homme, ayant encore des besoins humains, étant encore capable d'amour, étant encore capable de pitié, étant encore capable d'amitié, eh bien, cet homme va, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire, prendre conscience de cette détermination par la technique, de cette suppression de ces obligations dans lesquelles il est engagé, de ces conditionnements techniques. S'il prend conscience, alors là commence pour lui la liberté. Parce que c'est lorsque nous prenons conscience de ce qui nous détermine que nous faisons le plus grand acte de liberté. Autrement dit, ce n'est pas me promener n'importe où au hasard qui est un acte libre, mais c'est de me rendre compte que je suis déterminé. Et quand je sais que je suis déterminé, alors j'ai fait un acte libre. Je cite un auteur marxiste, Bernstein, qui a expliqué ça admirablement en disant, à partir du moment où on a compris que l'économie capitaliste détermine la vie humaine tout entière, à ce moment, je suis déjà sorti de cette économie capitaliste puisque je la juge, puisque je peux la juger, que je la vois comme elle est, je suis donc plus fort qu'elle. Et pour le système technicien, c'est exactement pareil. À partir du moment où je suis capable de l'analyser comme j'analyserais un caillou, comme j'analyserais n'importe quel objet, où je peux l'analyser, où je peux percer ses orientations, à partir du moment où ce système technicien, j'arrive à démonter les enchaînements, eh bien, c'est là que commence ma liberté. Mais aussi, je sais que je suis déterminé par ce système technicien. Ce n'est donc pas en disant « moi je suis un sujet très fort et le système technicien n'a pas de prise sur moi », mais si, bien sûr, le système technicien, il a toutes les prises sur moi, je le sais bien, le simple fait que j'utilise le téléphone, etc., j'utilise tout le temps des objets techniques. Mais je sais ce que je suis en train de faire. Et je suis capable de réduire tel ou tel usage. Ou bien je suis capable, ce que toute une école de mes amis, que l'on appelait avant 1968 les situationnistes, mais en Hollande, vous avez eu les provos. C'était la même chose. Eh bien, ils étaient parfaitement capables de cette mise en objet. C'est-à-dire, la technique n'est plus qu'un objet pour moi. Je sais qu'elle a de l'influence sur moi, mais je sais aussi que moi, je reste un sujet en face d'elle. Oui, mais là, nous revenons à une question qui est en effet tout à fait importante. La technique a été un moyen pour libérer l'homme tant qu'il s'est agi de techniques séparées les unes des autres et orientées chacune vers un but particulier et sans appartenir à un système technicien. C'est à partir du moment où le système technicien s'est organisé comme un tout, c'est-à-dire chaque technique ayant des effets dans toutes les directions,
Et chaque technique dépendant de toutes les autres techniques, c'est à partir de ce moment que l'homme n'a plus eu sa place. Il n'a plus été capable de maîtriser un ensemble qui était devenu trop complexe pour lui et trop compliqué. La liberté est difficile à vivre parce que d'abord, elle exige que je fasse moi-même le choix de ce que je vais faire comme métier, et puis chercher à avoir une liberté individuelle et personnelle, où je ne vais pas participer à des mouvements collectifs, où je vais essayer de penser par moi-même. Par conséquent, c'est difficile, ça demande du temps. La liberté, c'est très ennuyeux parce que ça demande du temps. Je ne peux pas, par exemple, me faire une opinion sur une question politique si je lis un seul journal. Il faut que j'ai des informations nombreuses. Je vais faire la synthèse de ces informations et je vais avoir une idée probable de ce qui s'est passé. Mais, autre difficulté, à ce moment-là, je vais me trouver presque toujours en désaccord avec les autres. Ceux qui considèrent que ce qu'ils ont lu hier dans le journal, c'était la vérité, si je leur dis non, ce n'est pas aussi simple que ça, alors tout de suite, ils vont refuser. Parce que nous recevons des milliers d'informations. Je ne peux pas, si je suis libre, m'informer correctement sur tout. Alors, il faut que je choisisse tel sujet vaut la peine que je consacre du temps, que j'étudie le plus de choses possible pour savoir le plus vrai. Mais je vais laisser de côté beaucoup de choses. Tant pis. Je ne peux pas tout absorber. Alors, voilà déjà une difficulté. Difficulté, on va trouver, je disais, je vais être en désaccord avec les gens autour de moi, on va trouver que je suis, en français, on dira un original. Et de même, c'est difficile de vivre la liberté parce que elle implique la responsabilité. Si je suis un homme qui n'est pas libre, ce sont les choses qui décident pour moi. C'est le supérieur hiérarchique, nous avons rencontré ça d'une façon extraordinaire au moment des procès de Nuremberg, lorsque l'excuse de tous les nazis était de dire « mais j'ai reçu l'ordre, voilà, je ne suis pas responsable, j'ai reçu l'ordre ». Et un homme libre, c'est un homme qui ne se contente pas de recevoir un ordre, mais qui va évaluer cet ordre. Est-ce qu'il vaut la peine que j'obéisse ou pas? Vous comprenez? Ça trouble tout de suite l'organisation. Si un fonctionnaire se met à réfléchir à ce qu'on lui demande, il va empêcher son service de bien fonctionner. Puisque, au lieu d'être la machine qui répond exactement
à ce qu'a demandé le supérieur, il dit non, ça ne marche pas, je refuse de le faire. Bien. Donc, il faut accepter d'être responsable de ce que l'on fait quand on est un homme libre. Et ce n'est jamais facile ni agréable d'être responsable, d'être prêt à répondre de tout ce qui s'est passé. Or, c'est très difficile, dans une société comme la nôtre, précisément, que l'homme puisse être responsable. Je prends un exemple simple, un barrage électrique qui craque. Bon. Qui est responsable? Il y a les géologues qui ont fait l'étude du terrain, il y a les ingénieurs qui ont établi le profil du barrage, il y a les ouvriers qui ont construit le barrage, il y a les hommes d'État qui ont pris la décision de faire le barrage à cet endroit. Qui est responsable? Personne. Il n'y a jamais de responsable, nulle part. Et dans toute la société technicienne, parce que les tâches sont toutes particularisées, c'est-à-dire divisées en petites fractions, il n'y a jamais de responsable. Mais en même temps, il n'y a jamais d'homme libre. Ils sont tous insérés à un certain niveau du travail à faire, et puis c'est tout. Et je pense à cette excuse épouvantable qui a eu lieu. Pour moi, ça a été une des choses les plus épouvantables que j'ai entendues. Le gouverneur, à un moment, le directeur du camp de Belsen, pendant les procès d'Auschwitz, procès de Nuremberg, au sujet d'Auschwitz et de Belsen, on lui a demandé, mais enfin, vous n'étiez pas effrayé par tous ces cadavres? Il a répondu, mais que voulez-vous? Les fours crématoires étaient insuffisants, je n'arrivais pas à brûler tous les cadavres, ça me créait des difficultés